Bonjour, voici donc la deuxième partie de la vidéo de PSI, de révision de mécanique des systèmes de solides. Nous intéressons ici à la partie statique des systèmes de solides. On commence tout simplement par rappeler la notion d'isolement. Isoler un solide ou un ensemble de solides, c'est définir une frontière entre l'extérieur et le système en vue de faire un bilan d'action mécanique extérieure. Qu'est-ce qu'une action mécanique? Une action mécanique, c'est un ensemble d'efforts et de couples exercés par un système matériel sur un autre, un solide ou un système de solides sur un solide ou un système de solides. On parle bien à notre niveau d'action mécanique et non plus uniquement d'effort ou de force. Vous savez qu'action mécanique regroupe force et couple. L'action mécanique exercée par un système matériel sur un solide est définie par un torseur, le torseur d'action mécanique. Donc ici, le torseur d'action mécanique de 2 exercé sur 1. La résultante de ce torseur, c'est l'effort de 2 sur 1. Et le moment de ce torseur, ça porte bien son nom ici, c'est le moment de l'action mécanique de 2 sur 1 au point où on donne le torseur. Je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas à visualiser ou revisualiser la vidéo de PCSI sur les outils mathématiques vecteurs et torseurs. Alors, deux cas particuliers de ces torseurs d'action mécanique extérieure, les cas de couple et de force ponctuelle en un point. Lorsque l'on a un couple pur appliqué sur un axe de rotation, le torseur d'action mécanique est donc un torseur couple ayant pour résultante nulle, et donc un couple de 2 sur 1 ici appliqué en A, qui va du coup être constant en fonction du point puisque la résultante est nulle. C'est la propriété d'un torseur couple. Lors d'un effort ponctuel appliqué en un point, on a un torseur glisseur, ici l'action mécanique de 2 sur 1 si on considère qu'on a une action mécanique ponctuelle en un point A, le moment va donc être nul en ce point. L'effort, la résultante, s'applique donc en ce point, le moment est nul, l'effort de 1 est la résultante de ce champ de moment. Et donc on peut calculer facilement le moment en n'importe quel point en changeant le point par A où le moment est nul. On a donc ici un torseur glisseur et ici un torseur couple pour le côté technique. Je vous invite sur l'illustration du VTT à déterminer le torseur d'action mécanique exercé par le ressort sur le système. En l'occurrence, on va avoir 2 actions mécaniques exercées par le ressort d'un côté et de l'autre. Le ressort étant un solide indéformable, nous avons choisi dans la partie révision cinématique de ne pas le modéliser par un solide dans le graphe des liaisons, mais on va donc le faire apparaître ici sous forme d'action mécanique sur chacune des 2 pièces qu'il touche. Alors ensuite, bien évidemment, comme on s'intéresse au système de solides et qu'on a rappelé qu'on pouvait modéliser les liaisons par des liaisons usuelles, eh bien le torseur statique ou torseur d'action mécanique transmissible dans les liaisons est à savoir proposé. Pour chaque liaison normalisée, on trouve un torseur type qu'il faut savoir retrouver. Alors, bien évidemment, on utilise la notion de dualité. Les torseurs cinématiques et d'action mécanique transmissibles sont des quantités duales vis-à-vis de la forme linéaire représentant la puissance dissipée dans la liaison. Autrement dit, les liaisons ici sont parfaites, l'hypothèse est que la puissance dissipée est nulle. Or, la puissance dissipée s'exprime comme le comoment du torseur cinématique par le torseur statique, torseur d'action mécanique transmissible dans la liaison. Ce qui fait que le nombre d'actions mécaniques transmissibles est donc complémentaire du nombre de degrés de liberté dans une liaison usuelle parfaite, complémentaire vis-à-vis de l'ensemble des 6 degrés de liberté qui existent. Ainsi, exemple pour une liaison glissière, 1 degré de liberté en translation, il y a donc 5 inconnus dans le torseur d'action mécanique transmissible, les 5 complémentaires au degré de liberté de translation. De même pour la liaison pivot, 1 degré de liberté en rotation, on a donc 5 actions mécaniques transmissibles, la seule action mécanique nulle est donc le moment autour de l'axe de rotation. Liaison pivot glissant, 4 degrés de liberté, donc 2 actions mécaniques nulles, le moment autour de l'axe de rotation et l'effort autour de l'axe de rotation.
La liaison sphérique, 3 degrés de liberté en rotation, donc 3 actions mécaniques nulles. Les seules 3 actions mécaniques qui peuvent être transmises sont associées au degré de liberté interdit, c'est-à-dire les 3 forces. Je vous rappelle je refais un petit point sur cette notion de dualité. On a dit, quand on a construit les torseurs d'action mécanique transmissibles, que lorsque le mouvement, le degré de liberté est interdit, c'est qu'il y a des surfaces qui interdisent le mouvement, donc qui permettent ces surfaces de reprendre l'action mécanique duale associée. Lorsque le mouvement est autorisé, le degré de liberté est autorisé, il n'y a pas d'action mécanique transmissible puisqu'il n'y a pas de surface de contact permettant de transmettre les actions mécaniques. La liaison sphère-cylindre, il y a 4 degrés de liberté, il y en a donc uniquement 2 actions mécaniques transmissibles associées aux 2 degrés de liberté interdits, c'est-à-dire les 2 efforts suivant les 2 translations interdites. La liaison plane, 3 degrés de liberté, donc 3 actions mécaniques transmissibles, associées aux 3 degrés de liberté interdits, c'est-à-dire l'effort suivant la normale, et les 2 moments qui sont associés aux rotations interdites. La liaison ponctuelle, 5 degrés de liberté, une seule action mécanique est donc transmissible, dans le cas où elle est parfaite, c'est l'action mécanique associée au mouvement interdit, c'est donc l'effort suivant la normale au contact. La liaison hélicoïdale, il y a 1 degré de liberté, donc il y a uniquement 5 actions mécaniques indépendantes transmissibles. Ici on en a représenté 6, puisque le moment suivant l'axe de rotation est lié à l'effort suivant l'axe de rotation par lambda, le pas réduit, P sur 2pi. Il y a donc 1 degré de liberté, 2 qui sont liés, donc 5 actions mécaniques indépendantes. La liaison cylindre-plan connaît 4 degrés de liberté, 2 actions mécaniques sont donc transmissibles, les 2 actions mécaniques associées au mouvement interdit, c'est-à-dire l'effort suivant Z et le moment suivant ici X qui est associé à la rotation interdite. Ainsi de suite pour la liaison sphérique à doigt. Je vous invite donc maintenant, sur l'illustration sur la suspension de VTT, à donner les torseurs d'action mécanique de chaque liaison, à les caractériser en posant des inconnus là où il y en a et en mettant des zéros là où il y en a. Bien évidemment, on particularisera ces torseurs d'action mécanique au point le plus judicieux, c'est-à-dire sur l'axe des liaisons, et en plus on pourra aussi simplifier ces torseurs d'action mécanique en considérant le problème 2D et non 3D. Une fois ceci dit, on peut rappeler le principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique nous dit que un système de solides est en équilibre dans un référentiel galiléen si et seulement si la somme des torseurs d'action mécanique extérieure sur le solide est nulle. Il en découle le théorème des actions réciproques. L'action de 2 sur 1 est égale à l'opposé moins l'action de 1 sur 2. Bien, pour terminer, donc, on rappelle la méthode de résolution d'un problème en statique. Il est bon d'avoir le graphe des liaisons du mécanisme, les graphes des structures, sur lequel on fera apparaître les actions mécaniques extérieures sous forme de torseurs. Puis, il faut définir, ou alors on nous le demande, on nous le dit déjà, mais définir les isolements permettant de calculer les inconnus. Ensuite, écrire les torseurs d'action mécanique dans les liaisons et paramétrer si nécessaire les inconnus. Puis, mener les isolements, isoler les systèmes, faire un bilan d'action mécanique extérieure, écrire le PFS, principe fondamental de la statique, et là où les équations qui nous seront utiles, puisque vous savez que bien souvent, on n'utilise qu'une ou 2 équations quand on fait un isolement pour caractériser les relations entre les actions mécaniques extérieures sans introduire d'inconnus complémentaires, on en reparlera, puis résoudre le problème. Sur l'exemple de la suspension de VTT, le graphe des liaisons a été donné. Il s'agit donc maintenant, dans un premier temps, d'essayer d'identifier, de déterminer les isolements permettant de résoudre le problème. Je vous invite à vous pencher sur ce problème, à y réfléchir, et en classe entière, on fera un bilan là-dessus et on proposera un point sur la démarche d'identification des isolements. Je vous rappelle tout de même, ce qu'on a mis en évidence en première année, que on commence par
isoler les solides soumis à 2 actions mécaniques, puisque les problèmes se simplifient énormément. Puis, il s'agit de propager les données en faisant apparaître le moins possible d'équations d'inconnus de liaison non recherchées, et en propageant de proche en proche la donnée jusqu'à aller à travers le mécanisme vers l'inconnu. Voilà les grandes lignes qui guident la résolution d'un problème de statique lorsqu'on a besoin de montrer de l'autonomie. Notez que dans la plupart des sujets de concours, les isolements proposés, les isolements demandés vous sont au moins dans un premier temps proposés. Il s'agit donc de montrer une rigueur d'isolement, de faire le bilan d'action mécanique extérieure, d'écrire des équations proprement pour résoudre. Les questions où l'on vous demande une complète autonomie sur l'ordre des isolements, ces questions-là sont relativement rares dans les sujets de concours type CCP E3A. Alors, un petit point maintenant sur le frottement de Coulomb. Si on prend 2 solides en contact ponctuel autour d'un point I, des contacts ponctuels définis par une normale N et donc définis aussi par un plan de contact noté Pi, si 2 solides sont en contact frottant, de coefficient de frottement F en I, donc une liaison ponctuelle en un point mais avec frottement, alors en plus de l'action normale qui est transmissible par toute liaison ponctuelle parfaite, lorsqu'on veut représenter le frottement de glissement, on introduira une composante d'effort tangentiel au contact, Ft. Notez qu'on peut aussi ajouter des composantes de moment de pivotement et moment de roulement. Je vous invite à consulter le cours de sup. Ici, pour ce rappel bref, on ne considérera pas les moments de roulement et moments de pivotement autour du point de contact. Et donc, les lois de Coulomb, pour le frottement de glissement, s'énoncent de cette manière-ci. S'il y a adhérence, alors la norme de l'effort tangentiel est inférieure ou égale au coefficient de frottement fois la valeur absolue de l'effort normal. Et s'il y a adhérence, ça veut bien évidemment dire que la vitesse en I 2 par rapport à 1 est nulle, la vitesse relative au point de contact est nulle. Dans le cas du glissement, la norme de l'action tangentielle égale le coefficient de frottement fois l'effort normal, et l'effort tangentiel est opposé et de même direction que la vitesse de glissement. Autrement dit, écrite mathématiquement, l'effort tangentiel scalaire vitesse de glissement est négatif. Ce sont les lois de Coulomb. Ces 4 propriétés dans les 2 cas d'adhérence et de glissement des lois de Coulomb sont à connaître par cœur et à savoir énoncer, proposer et particulariser dans le cas d'un problème donné. C'est très important, c'est fondamental. Notez donc que dans toutes les études où l'on caractérisera le frottement, on se placera la plupart du temps à la limite du glissement, c'est-à-dire dans le cas de l'égalité entre l'effort tangentiel et le coefficient de frottement fois l'effort normal. Donc les lois de Coulomb à connaître par cœur et à savoir reproposer. Un petit point sur les problèmes plans, comme c'est le cas ici sur la suspension de VTT lorsque l'effort extérieur d'excitation est dans le plan. Un problème peut être considéré plan si, d'une part, il faut que la géométrie soit symétrique par rapport à un plan ou invariante suivant la normale au plan. Notez que ceci, on l'a déjà caractérisé sur la partie cinématique, sur notre illustration sur le VTT. On a déjà caractérisé par le fait qu'on avait un certain nombre de liaisons pivots de même axe et que le seul degré de liberté hors plan associé à la pivot glissant est bloqué par toutes les autres liaisons pivots. Mais dans le cas de la statique, il faut en plus que les actions mécaniques extérieures respectent cette symétrie. Donc que ce soit des efforts contenus dans le plan et ou des moments normaux au plan. Si on a un mécanisme plan mais excité par des actions mécaniques hors plan, alors on ne peut pas faire d'études statiques planes, bien évidemment. Donc c'est un point aussi important, attention, pour justifier le traitement d'un problème plan en statique, il y a d'une part la géométrie, comme en cinématique, mais en plus, nécessiter que le chargement respecte cette géométrie plane. Enfin, pour terminer, un petit exemple un petit complément sur les éléments de résolution graphique des systèmes de solides. On est donc ici limite ou hors du programme, néanmoins on s'est déjà rendu compte, donc on peut l'avoir en tête,
que lorsqu'on a un solide ou un ensemble de solides soumis à deux forces, deux glisseurs, deux forces ponctuelles concentrées, alors on a déjà montré que ces deux actions mécaniques, ces deux forces sont collinéaires, égales et opposées. Je vous indique aussi que dans le cas d'un solide soumis à trois forces, on peut montrer que ces forces sont coplanaires, concurrentes et de somme vectorielle nulle. Donc notez, c'est juste un complément. On se rappelle tout de même l'importance et l'intérêt d'isoler les solides soumis à deux forces ponctuelles, car on trouve très rapidement la direction de ces deux forces. C'est important dans la résolution analytique et ça a aussi des conséquences graphiques. Ceci clôt la vidéo sur les révisions de statique des systèmes de solides. La prochaine étape sera bien évidemment de démarrer le cours de dynamique des systèmes de solides.